Loi de 3, applications concrètes, réponse aux commentaires. Je reçois certaines questions dans les commentaires ou par mail, et certaines questions sont assez complexes. Et le but de cette vidéo et des autres vidéos analogues, ce sera de répondre directement pour tout le monde à ces questions très pertinentes. La première à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est concernant les applications concrètes de la loi de 3 dans notre quotidien, notamment dans notre monde intérieur. La question était comment ne pas réagir aux situations extérieures qui viennent me percuter quelque part, et des personnes qui essayent d'observer et de comprendre le mécanisme de ces lois, de ces forces à l'œuvre en nous, et c'est la meilleure manière de pouvoir les observer, les mettre à jour et de pouvoir non pas contrôler son comportement, mais maîtriser ses forces, ne plus en être l'esclave. Donc la question qu'on m'a posée, c'est par exemple une remarque blessante à l'extérieur et une blessure qui vient percuter une blessure de l'enfance, par exemple, traumatique à l'intérieur. Est-ce que la remarque ou la parole blessante est une force active, et est-ce que la blessure serait la force passive, et quelle serait alors la force de conciliation? Comment voir la loi de 3 dans tout ce jeu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai publié une vidéo dimanche qui n'est pas référencée quasiment parce que, suite à un problème, j'avais programmé 2 vidéos à la même date, donc je l'ai retirée et YouTube considère que c'est une vidéo ancienne et il ne la présente pas. Donc pour ceux qui sont intéressés, la crise du disciple, c'est quelles sont les qualités intérieures que je dois posséder en tant que disciple. Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple? Suivre une discipline, et quelles sont les qualités que je dois posséder ou que je dois acquérir pour cheminer sur une voie initiatique, c'est-à-dire une voie de reconnexion à son essence. Donc pour celles et ceux qui souhaitent, suivez le lien, ou alors dans la description, je mettrai le lien de cette vidéo qui ne semble pas référencée, enfin, en tout cas moins référencée, et n'est pas proposée par YouTube. Venons-en à la question. La loi de 3. J'ai donné dans la vidéo Unité et Trinité la définition la plus complète possible de la loi de 3. En réalité, c'est à la fois très simple et très complexe. Tout est toujours paradoxal dans ces mondes intérieurs. La loi de 3, elle est simple à comprendre. Une force active, une force passive, une force de conciliation qui permettent de créer quelque chose, n'importe quoi. Tout est issu de la rencontre de 2 forces actives-passives qui arrivent à rentrer en conciliation, à devenir complémentaires, à se marier pour créer un 4e terme. Le père, la mère, qui en se mariant crée l'enfant qui permet de passer du couple à la famille. Là où c'est complexe, c'est que c'est extrêmement vivant. La pensée de l'énéagramme et de l'application de cette loi est en constant dynamisme. L'énéagramme est extrêmement dynamique, tout le temps en mouvement. Par exemple, une force active à un moment donné devient une force passive, une force de conciliation à un autre moment. La force qui est une force de conciliation, qui est le fruit de la rencontre de 2 forces, active et passive, va devenir elle-même une force active ou passive. Par exemple, un enfant. Un enfant deviendra un garçon ou une fille. Force active, force passive. Mais même l'enfant qui n'est pas un garçon, qui serait une fille, joue aussi le rôle de force active selon la situation. Tout est toujours à prendre selon la situation et dans l'instantanéité. Rien n'est figé. Rien n'est une force active pour toujours, une force passive pour toujours. Tout dépend des interactions. C'est exactement comme dans la notion de yin et de yang. Rien n'est yin dans l'absolu, rien n'est yang dans l'absolu. C'est par rapport à quelque chose avec quoi j'entre en interaction. Par exemple, la Terre est yang par rapport à la Lune. Elle est le centre de gravité de la Lune et elle envoie ses impulsions à la Lune. Mais elle est yin par rapport au Soleil. Tout est une question de relation. Un exemple intéressant de la loi 3, c'est la macrobiotique.
En macrobiotique, on considère que nous devons manger une nourriture équilibrée entre les aliments yang et les aliments yin. Mais si on peut classifier que certains aliments comme les légumes sont yin par rapport à d'autres éléments comme la viande qui sont yang, beaucoup plus condensés, certaines viandes sont très yin, d'autres sont très yang. Certains légumes sont yin, d'autres sont plus yang. Les légumes qui poussent en hauteur subissent l'influence de la terre, ils sont yin. Les légumes qui poussent et qui subissent l'influence du soleil sont yang. Les légumes racines, par exemple, sont plus yang. Les haricots, comme les haricots azuki, qui sont prisés par les macrobiotes. La cuisson rend les aliments plus yang. Tout est affaire de relations et de mouvement. Quelque chose qui est yin, par exemple dans le Yiking, on parle du yin jeune, du yin vieux. Le yin vieux va devenir du yang. Le yang jeune est en pleine force du yang et le yang vieux va devenir du yin. Un jeune va devenir vieux. Et là, une personne âgée redevient yin dans la fin de sa vie, puisque, par exemple, l'enfant n'a pas toutes ses capacités motrices, il ne peut pas aller aux toilettes, il ne peut pas maîtriser, par exemple, ses sphincters, et parfois, quand on vieillit, on perd ses capacités motrices et on ne peut plus contrôler ses sphincters. On se retrouve dans des situations analogues. C'est vraiment ce mouvement, ce dynamisme, des forces qui se rencontrent, qui s'allient et qui créent une nouvelle force qui elle-même est mouvante, tantôt active, tantôt passive, tantôt conciliation. C'est la complexité de cette loi très simple, la loi 3, j'ai besoin de comprendre son mouvement. Quelque part, c'est très intéressant, on se rapproche de la pensée chinoise, de la pensée taoïste, dans la lecture de l'énéagramme. C'est une manière d'appréhender la réalité beaucoup plus dynamique. On passe d'une intelligence, on pourrait dire, binaire, à une intelligence ternaire, qui voit les rapports et les mouvements, les dynamismes, plus proche de la dialectique que de la logique pure, abstraite, plus, moins, ou que de la rhétorique, par exemple, ou de l'heuristique. La dialectique, c'est vraiment la pensée qui suit en mouvement, qui se confronte à des opinions et qui tente de faire émerger une vérité, non pas de convaincre. On peut trouver un exemple de la loi 3 dans le régime acido-basique. Certains aliments sont non pas acides, mais acidifiants pour l'organisme. Donc certains aliments acides, comme le citron, vont avoir un effet inverse. Le yin peut créer du yang, le yang peut créer du yin. Un citron acide va rendre l'organisme plus basique. Un élément qui a l'air sucré, qui n'est pas acide, comme le sucre, va rendre l'organisme plus acide. Donc ce n'est pas l'aliment en tant que tel, acide ou basique, c'est son effet sur mon organisme. Toujours dans cette interaction, force active, force passive. L'aliment est une force active. Il vient créer dans mon organisme, qui est la force passive, une acidification ou une basification, alcalinisation. Donc, la force passive. Par contre, si on considère l'aliment en tant que est-ce qu'il est bon pour moi dans l'équilibre acido-basique, certains aliments sont force active basique ou alcalinisant, basifiant, d'autres sont acidifiants, force passive. Et j'ai besoin de marier ces deux forces en fonction de mon terrain. Si j'ai un terrain trop acide, je vais avoir besoin d'aliments plutôt alcalinisants. Si j'ai un terrain trop alcalin, je vais devoir au contraire favoriser des aliments acidifiants. Aujourd'hui, on est plutôt sur une alimentation et un mode de vie qui génère une acidité, qui est la cause d'un très grand nombre de maladies. Et donc, la conciliation de ces deux forces, c'est de pouvoir trouver des aliments qui soient plus équilibrés ou organiser notre alimentation pour apporter des aliments basiques et acidifiants de manière équilibrée. C'est toujours ce ternaire, acide, basique, équilibre acido-basique. Par exemple, dans la macrobiotique, les légumes sont plutôt yin, le sel est yang, la viande, dans mon souvenir, est yang, le tabac est considéré comme yang, et les céréales, à la pointe du triangle, sont considérées comme extrêmement équilibrées. Et la plus équilibrée de ces céréales, c'est le riz. Le riz, à condition qu'il soit demi-complet ou complet, puisque les céréales raffinées deviennent acidifiantes. Donc, quelqu'un qui comprend en profondeur la loi de 3 peut l'appliquer dans d'autres domaines, domaine alimentaire, domaine psychologique. Et la question qui m'a été posée, donc j'y reviens, une blessure qui a représenté une force active à un moment donné. La blessure, au moment où je reçois un acte traumatique par exemple, c'est la force active.
Et puis, ça génère en moi une forme de faille, un espace dans lequel cette blessure a été engrammée. Elle devient la force passive et elle a besoin de situations à l'extérieur, des paroles, des attitudes, des comportements qui viennent titiller cette blessure. Effectivement, la parole qui a été reçue, le geste, le comportement représente la force active. La blessure qui réside de manière endormie quelque part, elle est bien passive, elle est là, elle est endormie au plus profond de moi et activée par cette force, par cette parole. Alors si je considère que la parole blessante, déjà je suis dans une forme d'interprétation. Il y a déjà eu, en réalité, une création d'une troisième force parce que la parole, objectivement, est une parole. C'est à partir du moment où j'ai pris les choses personnellement, c'est-à-dire qu'il y a eu saisie, il y a une saisie intérieure et je m'identifie à la parole reçue et je la prends pour moi. Il y a identification et cela génère une émotion. C'est déjà le fruit de la loi de 3. À partir du moment où la parole est reçue, force active, elle vient titiller une blessure, force passive, parce que j'ai laissé, je vous envoie à la vidéo sur le stoïcisme et toutes mes représentations, j'ai laissé mes représentations s'interposer entre la parole et moi. C'est-à-dire que tout mon passé, quelque part, je l'ai laissé s'interposer entre la réalité perçue et moi, ce qui m'amène à une réaction émotionnelle. L'identification, c'est la force de conciliation, quelque part, entre la parole extérieure, la blessure intérieure. J'ai permis une identification, une saisie intérieure, c'est la force de conciliation, et le résultat, le fruit de la loi, ce qui a été créé, c'est une émotion à l'intérieur. Si mon optique, c'est d'utiliser la loi de 3 pour ne pas réagir aux circonstances extérieures, c'est très intéressant, c'est une très bonne application et ça prouve qu'il y a des gens parmi vous qui cherchent et qui investiguent et qui creusent et qui essaient d'intégrer ce que j'essaie de présenter ici et d'en faire quelque chose de vivant. Plus j'essaye de comprendre la loi 3, plus je transforme quelque part ma compréhension des choses du mode binaire au mode ternaire. Même si je ne trouve pas la réponse, même si je me trompe, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que j'essaye de passer à cette vision ternaire de la réalité, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus globale, en observant les forces qui jouent dans une situation et qui se mettent en relation les unes avec les autres. La clé, c'est toujours mon attention. Est-ce que mon attention s'est laissée identifier à telle parole, auquel cas la parole devient blessante parce que je me suis identifié. Elle ne peut pas être blessante si je ne m'identifie pas. Et m'identifier, c'est ne pas faire attention à être à l'écoute de mes sensations, mes émotions, mes réactions, mes interprétations, tout ce que je projette, c'est tout de suite tomber dans l'identification, tomber dans le panneau. À partir de là, c'est trop tard. L'émotion a été générée. Il y a une réaction à l'intérieur. Je ne peux pas revenir en arrière, sinon je vais réprimer cette émotion. La seule chose à faire, c'est d'utiliser mon attention, comme je l'explique dans la vidéo Se libérer des émotions, pour aller contacter simplement cette émotion, parce qu'elle devient une porte ouverte vers cette blessure qui réside au plus profond de mon inconscient, engrammée dans mon corps, et en suivant l'émotion et ses sensations dans mon corps, en leur accordant une attention inconditionnelle, qui autorise, qui ne cherche pas à réprimer, qui ne cherche pas à modifier, qui ne cherche pas à changer pour correspondre à un idéal que je me serais imposé, que je ne devrais pas réagir à telle parole. Si j'arrive à autoriser tout ça en moi et à aller, avec la force active que représente mon esprit, à investiguer, creuser dans mon corps qui est réceptif, qui reçoit effectivement les impulsions, qui garde, qui mémorise les engrammes, les blessures, l'esprit est actif, le corps est passif, l'esprit doit aller visiter le corps et toutes les sensations et les émotions permises grâce à la situation. Et donc, c'est ramener l'attention dans ce que je suis en train de vivre à l'intérieur à cause de telle parole, de tel comportement, de tel agissement, me permet d'aller contacter cette blessure vivante. Et si j'arrive à creuser suffisamment, à approfondir cette connexion avec mes sensations, mes émotions, à aller voir à l'intérieur comme avec une forme de curiosité pour aller découvrir, non pas recevoir des informations, je l'ai déjà dit, qu'est-ce qui s'est passé, à quel âge, etc. Non pas analyser. Le mental ne peut rien faire. Il peut comprendre, mais il ne va pas me transformer. Il ne va pas me libérer de cette blessure. Seul mon esprit, en alignement avec mon sentiment et mon corps, peuvent m'aider à libérer cet engramme. Et donc, j'ai besoin d'aller éprouver la réponse. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces sensations, ces émotions, mais je n'attends pas une réponse mentale. J'attends une réponse corporelle, physique, sensitive.
Je vais éprouver, je vais simplement sentir. Qu'est-ce qui se passe quand je ramène l'attention? En général, il y a des mouvements. Soit ça s'intensifie, tant mieux. Soit ça se détend, tant mieux. Soit ça se déplace, tant mieux. Je ne fais que suivre le mouvement qui m'est proposé et approfondir. Et parfois, je vais simplement voir un dénouement. Parfois, je vais rester avec ça. Ça ne va pas partir. J'ai besoin de ne pas avoir d'arrière-pensée en me disant je vais aller connecter mes sensations pour mieux m'en débarrasser. Je suis à côté de la plaque. J'ai besoin d'être simplement neuf, sans attente, sans arrière-pensée cachée, juste aller sentir. Et si je vois que ce malaise persiste, ok, ce malaise persiste. Je reste avec. Qu'est-ce que ça veut dire, je reste avec? Je garde mon attention ou une partie de l'attention en contact des sensations et des émotions qui sont liées à ce malaise. Et parfois, je vais aller contacter des espaces en moi, des espaces difficiles ou des espaces d'ouverture. Peu importe. Là aussi, il est nécessaire de n'avoir aucune attente, d'être entièrement ouvert face à ce qui va se passer dans mon monde intérieur. Donc voilà une application de la loi de 3. Là où je peux intervenir, c'est avant que cette parole devienne une parole blessante. Telle personne me dit par exemple « Tiens, tu as encore pris du poids ». J'observe, je ramène l'attention vers moi ici et maintenant et j'observe ce qui se passe si je suis en présence quand la personne me dit ça. Si j'y suis pas, souvent c'est trop tard. C'est-à-dire que la parole est venue en moi, quelque chose en moi a saisi. Il y a eu une forme de saisie mentale et j'ai fait mienne l'interprétation que mon mental produit comme fruit de tout mon passé et de toutes mes problématiques, comme lecture du monde à partir de mon énéatype, qui va colorer entièrement ma vision du monde. J'ai comme des lunettes de couleur. La couleur est différente selon les types et la lunette vient colorer et déformer la réalité perçue en fonction de mon énéatype et de mon sous-type. Alors, j'ai besoin, pour avoir une perception plus objective, d'être dans une forme d'attention à moi-même au quotidien, quand je suis en relation avec les personnes. Si mon attention, ma présence n'est pas là, je peux être blessé, touché. Alors j'autorise, j'accepte d'être blessé. C'est trop tard, il y a eu saisie. Lorsqu'il y a eu saisie, je ne peux pas faire marche arrière. Mais je peux travailler sur le matériau que cette identification à la parole de l'autre a généré. Quelque part, tant mieux. Cette identification, cette parole m'a permis d'avoir une forme de perte d'estime de moi, une forme d'émotion ou de sensation pas très agréable parce que je n'ai pas apprécié ce qui m'a été dit, ça me renvoie à certaines choses, eh bien tant mieux. Je vais ramener l'attention sur les sensations dans mon corps liées à cette émotion, à ces paroles, à cette interprétation des paroles, et je vais aller voir pourquoi ça me fait réagir. Pourquoi ça me fait réagir. Pourquoi la sensation que j'ai de moi-même, ou l'émotion, le sentiment que j'ai de moi-même est dépendant de ces paroles à l'extérieur. Et là, la loi 3, c'est quand j'ai une émotion, un sentiment de malaise, soit je vais l'exprimer, c'est la force active, alors soit je vais l'exprimer en me mettant en colère après la personne, ou en verbalisant à quelqu'un. Tu te rends compte, il m'a dit ça, j'ai pas apprécié, j'exprime. Pour mieux me débarrasser d'un malaise. Ou alors, je vais essayer de le réprimer, de nier que je ressens telle ou telle chose, ou de le transformer en essayant de me rassurer. Je vais essayer de faire taire cette sensation. Dans les deux cas, j'essaie de m'en débarrasser. Je ne suis pas à l'aise avec, je ne suis pas confortable, et j'essaye de me sentir à nouveau confortable. C'est tout le problème. J'ai besoin de faire autre chose. Ni l'un, ni l'autre. Ni exprimer, ni réprimer, mais j'ai besoin de l'imprimer. Et pour l'imprimer, j'ai simplement besoin de l'éprouver. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas parce que tous mes mécanismes me conduisent à nier cette émotion ou alors m'en débarrasser sur autrui. Je le dis, soit en se débarrassant sur la personne, je me mets en colère ou je lui lance une pique parce que ça ne m'a pas plu, ou alors je n'ose pas lui dire, mais j'en parle à quelqu'un d'autre pour décharger sur l'autre personne cette émotion avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Ou alors j'essaye d'agir sur mon monde intérieur en réprimant cette émotion et en essayant de la transformer. Donc c'est la force passive parce que je réprime, mais vous voyez bien que c'est une force active quand même parce que je vais essayer. J'agis pour transformer, transmuter. On utilise beaucoup le terme transmuter, alchimiser pour essayer de se débarrasser de quelque chose qui me rend inconfortable. Quand je suis en inconfort, tant mieux. C'est une possibilité pour moi d'aller explorer des matériaux inconscients qui sont en train d'essayer de remonter à la conscience par cette impression d'inconfort, des choses qui me mettent un petit peu mal à l'aise, qui me dérangent, dont j'ai envie de me débarrasser, que j'ai envie de remplacer par autre chose avec lequel je me sens plus à l'aise.
Et donc, je n'exprime pas à l'extérieur, j'observe comment j'ai envie de l'exprimer ou comment j'ai envie de la modifier. Je ne le fais pas. J'observe simplement, je m'observe moi-même en train de ressentir cette émotion et de vouloir, par divers procédés, m'en débarrasser, la remplacer, la modifier, et je vais au contact. Je vais éprouver pleinement, entièrement, cette sensation. Et dans cet acte d'aller éprouver, c'est toujours actif-passif. C'est toujours yin-yang. Rien n'est jamais entièrement actif, entièrement passif. Tout est toujours en dynamisme. C'est-à-dire que le fait d'éprouver les sensations que j'essaye de modifier ou de décharger, c'est la force de conciliation. C'est parce que je ne l'exprime pas à l'extérieur, mais la force active, c'est que je la laisse s'exprimer à l'intérieur et je vais voir, avec mon esprit, mon attention, je vais voir, je vais sentir ce qui se passe en moi. Et la force passive, c'est justement une forme de répression. Je ne la réprime pas à l'intérieur, je réprime simplement son expression à l'extérieur. Je m'empêche de l'exprimer à l'extérieur pour pouvoir simplement prendre contact avec. Et là, il y a une transmutation alchimique qui s'opère. Je vais récupérer l'énergie brute derrière l'émotion avant que mon mental la considère comme agréable, désagréable, positive, négative, confortable, inconfortable. Je vais dépasser la dualité pour aller simplement retrouver l'énergie brute de l'émotion en l'éprouvant en pleine conscience. Voilà une manière d'appliquer concrètement la loi de 3. Et si j'applique ça de manière correcte, concrète, avec la bonne attention, la bonne intention, aller vraiment au contact de l'émotion, des sensations et les suivre pour voir où ça me mène, sans aucune attente, sans aucun objectif, je ne cherche rien, je me laisse porter, ma force active, l'attention, elle ne me sert pas à imposer quoi que ce soit, elle me sert simplement à suivre les sensations, les émotions que j'éprouve et leurs mouvements à l'intérieur. Elles vont me conduire naturellement vers des zones de plus en plus profondes de mon psychisme qui vont me permettre de mettre à jour tous ces matériaux inconscients, tout ce qui habite mon inconscient et qui me manipule au quotidien, et elles vont me permettre de digérer, en fait, d'assimiler ces blessures. Je ne vais pas forcément chercher à en guérir, à m'en débarrasser, je vais les digérer. C'est une énergie qui a été réprimée, c'est pour ça qu'il y a un engramme de mon corps. Je vais simplement récupérer cette énergie. Ça ressemble quelque part, c'est un petit peu analogue au recouvrement d'âme dans le chamanisme. Je vais recouvrir mon âme, je vais recouvrir des parties de moi que j'ai ensevelies sous des couches de protection et que je vais récupérer en réalité. Et donc pour répondre à la question, lorsque cette parole m'a blessé et vient percuter une blessure, quelle est la loi de 3? Quelle est la force de conciliation? La force de conciliation, c'est quand je me suis identifié, j'ai laissé pénétrer cette parole et j'ai laissé mon passé quelque part, ma coloration, mon mental s'interposer et interpréter, saisir et prendre pour moi. Ça, c'est la conciliation. Et ce qui est créé, c'est une émotion, un état, un sentiment particulier, un ressenti en tout cas. Ensuite, cette émotion joue le rôle de la force active. Elle peut m'amener à réagir à l'extérieur. Auquel cas, la réaction devient la force passive, c'est-à-dire que j'ai une émotion de colère et je vais exprimer mon émotion de colère à l'extérieur. Cette émotion, si je m'identifie à nouveau, si je n'exerce pas ma volonté de dire stop, je cesse d'alimenter ce processus et de m'identifier et je vais simplement regarder ce qui se passe, alors il y a rencontre entre l'identification, toujours, ce manque d'attention qui est la force passive et l'émotion, et je vais générer une réaction à l'extérieur ou à l'intérieur, exprimée contre l'autre, ou alors me confier à quelqu'un parce que j'ai besoin de me sentir mieux, ou réprimer à l'intérieur et essayer de me dire que je ne devrais pas ressentir cette émotion, ou je devrais ressentir autre chose. Très dynamique en fait. La loi 3, il faut le voir comme quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Une dynamique continue, avec des changements de rôle. La force active devient force passive ou devient force de conciliation. La force de conciliation devient la force active, etc. Plus je vais essayer de comprendre mes mécanismes à la lumière de cette loi 3, plus je vais les mettre à jour, en fait, plus je vais les voir. Quelque part, c'est le plus important. C'est pas forcément d'avoir tout compris de la loi 3 et de pouvoir écrire un livre dessus avec plein d'exemples extérieurs. Non.
ça ne servirait à rien. Par contre, le fait de commencer à retourner l'attention vers le monde intérieur en pointant des forces, en les nommant, ça permet de mettre de la conscience. Nommer quelque chose me permet de le faire venir à ma conscience. Si je nomme la force active, la force passive et que je commence à l'observer en moi, je vais commencer à explorer mon monde intérieur et des choses vont se passer et des choses vont se mettre en place naturellement. Parce que ces phénomènes intérieurs, ces réactions, elles ont besoin, pour se perpétuer, d'obscurité. Elles ont besoin que je sois dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le manque de présence, de vigilance et d'attention. La vigilance est au cœur de tous les enseignements. Dans le christianisme, il est souvent dit « veiller et prier ». Prier, c'est important, mais veiller, ça arrive en premier. Il faut d'abord veiller, être vigilant, vigilante. Donc, l'absence de vigilance permet la reproduction de ces schémas, mais la croissance de ma présence, de ma vigilance intérieure, ne permet pas ces schémas de se reproduire. Quelque part, même avec toutes mes blessures passées, mes traumatismes, etc., même si je ne règle rien, mais que j'arrive, dans l'idéal, à maintenir une vigilance du matin au soir, une grande présence à moi-même, une attention fluide, qui est à la fois dirigée sur l'extérieur, ce qui se passe, et sur l'intérieur, alors je suis libre de mes schémas. J'en suis entièrement libre, parce que je suis entièrement dans le présent. Le passé ne peut plus se manifester. Le passé ne se manifeste que parce que je laisse ce passé colorer ma vision du présent. Mais si je suis dans le présent et dans une intense présence, présent à moi-même, à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que ça déclenche à l'intérieur, je suis dans l'instant, dans la présence, et le passé n'a plus de pouvoir sur moi. Dans l'absolu, je n'ai pas besoin de travailler sur mon passé. Dans le relatif, l'emprise de ce sommeil de la conscience, de ce manque d'attention est tellement puissant que j'ai besoin de faire du ménage dans le passé pour alléger un petit peu ma tâche. Sinon, je peux être dans cette attention à moi-même, à ce que je vois, à ce que je ressens, à ce que je sens, pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et très vite, je repars dans mes identifications, mon vagabondage, les rêveries. Le vagabondage de mon esprit, c'est la source de mon identification. M. Gurdjieff le disait clairement. Il y a 2 grands obstacles à l'éveil intérieur. La rêverie et l'identification. L'imagination et l'identification. Mais l'imagination, telle qu'il l'entendait, c'est-à-dire laisser mon esprit dériver, ne pas avoir de maîtrise sur cette attention, c'est ce qui emmène l'identification. L'identification est déjà une cause de cette somnolence. Si vous vous rappelez la parabole du cocher, le cocher, l'esprit, le centre intellectuel, il dort, il somnole. Et la première tâche, c'est de réveiller le cocher. Je mettrai les vidéos dans la description. C'est les 2 ou 3 vidéos précédentes où je développe cette parabole du cocher, des 3 centres qui sont représentés par la voiture, les chevaux et le cocher, et le maître à l'intérieur de l'attelage, qui représente l'essence. Et c'est le cocher qui doit faire le travail. En premier lieu, je dois le décider, je dois réveiller cette attention qui est hypnotisée par tous les phénomènes. Phénomènes à l'extérieur et de mon monde intérieur, mes sensations, mes émotions, mes pensées. Je m'identifie, c'est-à-dire je perds le contact avec ma propre présence, avec le fait que je puisse me sentir là, être assis sur cette chaise ici et maintenant, et je pars dans l'identification à mes sensations, à mes émotions, à mes pensées, et donc à ce que produit le monde extérieur. Une des conséquences, et la plus difficile, le plus gros obstacle aussi à l'éveil intérieur, c'est la considération intérieure. C'est-à-dire que je considère que les autres personnes devraient me traiter de cette manière, ou de cette manière, qu'ils devraient me manifester leur affection, et qu'ils devraient me traiter, éviter de me traiter de la mauvaise manière. Et que lorsque une personne me dit une mauvaise parole, ou un mauvais comportement, ou ne prend pas de mes nouvelles, je vais ressentir une forme de vexation, par exemple, ou d'émotion. Ça, c'est la considération intérieure. Le remède à cette considération intérieure, c'est la présence à soi-même. Plus je vais cultiver cette présence, cette attention à moi-même, ramener l'attention le plus souvent possible vers mes perceptions, moins je vais m'identifier et moins je vais considérer intérieurement. Moins je vais avoir besoin de l'approbation du monde extérieur.
Parce que je vais contacter de plus en plus le point 3, qu'on appelle la perle essentielle. C'est mon existence d'être en tant que tel. On parle d'azéité, c'est-à-dire ce qui existe par lui-même, ce qui est, n'a pas besoin d'exister par le regard de l'autre, par exemple, par les retours de l'autre, par les compliments, par la considération, tout simplement. Je suis et étant, je ressens pleinement ma valeur individuelle. Et cette valeur ne peut pas être amoindrie par le monde extérieur, ni par les remarques, ni par les compliments. Je vais terminer sur un proverbe que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais adolescent et que j'ai mis des années et des années, même des décennies à comprendre. C'est le suivant. L'homme n'est accompli que lorsque son cœur reste égal dans les 4 situations suivantes. Lorsqu'on lui oppose un refus, lorsqu'on lui fait une faveur, quand on le glorifie, quand on le rabaisse. Si mon cœur reste égal dans toutes ces situations, face aux considérations positives du monde extérieur et face aux considérations négatives, au manque de considération, si mon cœur reste égal, c'est que j'ai trouvé cet espace en moi qui n'a plus besoin de la considération intérieure. Très bonne fin de journée.